Salut mes petits addicts aux plantes. Comme vous l'avez vu au titre de cette nouvelle vidéo, aujourd'hui je vais essayer de vous en apprendre un maximum sur la Monstera deliciosa, que ce soit sur son nom, ses origines, son impact écologique et économique, mais aussi et surtout son histoire jusqu'à aujourd'hui et son entretien aussi, de manière à ce que vous ne voyez plus jamais cette plante de la même manière. C'est la toute première fois que je me prête à l'exercice de faire une vidéo un peu plus documentaire, avec une voix un peu plus posée et qui prend un peu plus le temps de dire les choses. J'avais vraiment envie de tenter un peu plus ce genre de vidéo parce que c'est vrai que sur YouTube vous êtes de plus en plus nombreux à me demander de ralentir un peu mon rythme de parole et c'était vraiment du coup l'exercice parfait pour ça. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette petite vidéo. De mon côté, je me suis vraiment régalé à la faire. Ça m'a vraiment demandé un peu plus de concentration pour essayer d'être un peu plus posé, mais ça m'a aussi demandé énormément de recherche et de montage. Donc j'espère vraiment de tout cœur qu'elle vous plaira tout autant qu'à moi. Donc profitez-en bien, n'hésitez pas à vous installer avec un bon café ou un bon thé et on est parti pour cette vidéo documentaire autour de la plante la plus connue du monde. Mais derrière cette plante extrêmement connue se cache une histoire très riche qui traverse les forêts mésoaméricaines, les serres victoriennes et les marchés contemporains. Aujourd'hui on plonge ensemble dans le passé de la Monstera deliciosa. Partie 1, les origines de son nom. Comme la plupart des végétaux, son nom est d'origine latine. Monstera vient de monstrum en latin. Désolé si je le prononce pas correctement, mes années latins remontent un petit peu. Et monstrum en latin, ça signifie monstrueux ou anormal, en référence à ses fenestrations qui lui donnent un aspect assez anormal, mais aussi en référence à la taille gigantesque que ses feuilles peuvent atteindre à l'état naturel. Et deliciosa vient de delectatum qui signifie délicieux, en référence à son fruit qui est comestible une fois qu'il est assez mûr. Autrement dit, son nom signifie que tu vives à ta vie. Non, pardon. Sans aucun souci. Non, vraiment, pardon. Autrement dit, son nom signifie le monstre délicieux et j'adore vraiment le contraste entre ces deux termes. C'est vraiment tellement antinomique, j'adore. Et maintenant que l'on sait d'où vient son nom, on va pouvoir passer à la partie 2, son origine. La Monstera deliciosa est une plante qui appartient à la famille des Aracées, qui est une des plus grandes familles que l'on peut trouver dans les plantes. Elle est composée de plus de 3500 espèces et d'environ 139 genres. D'après Wikipédia, vous trouverez d'ailleurs toutes les sources dont j'ai eu besoin pour cette vidéo en description, parce que c'est vrai que pour certaines informations, ça a été assez compliqué à trouver. Il y a certaines choses, notamment autour de sa découverte, de son origine, où les sources sont quand même difficiles à trouver. Comme ça, si vous voulez en apprendre un peu plus, ou même vérifier les informations, je vous invite à aller checker ça. Et dans la famille des Aracées, on retrouve tout un tas de plantes, que ce soit les Monstera, les Alocasia, les Anthurium, les ZZ et j'en passe. Il y en a vraiment énormément dans cette famille, même si les plantes se ressemblent pas vraiment, c'est un espèce de grand ensemble si vous voulez. La Monstera deliciosa se retrouve partout dans les forêts mésoaméricaines, du Brésil jusqu'au Mexique. En ce qui concerne sa découverte, j'aurais adoré pouvoir vous expliquer quand et comment elle a été découverte par les peuples autochtones, mais malheureusement, c'est quelque chose qui n'est pas du tout sourcé. Il est très difficile de retrouver des écrits de ces époques juste autour de la Monstera deliciosa. Aujourd'hui, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'avant que les Européens la découvrent, la recensent, la nomment, elle était déjà connue des peuples autochtones bien avant les Européens. Que ce soit pour son usage médical, symbolique, alimentaire, mais pareil, ces usages sont très peu documentés. Donc on va pas s'y attarder et plutôt se concentrer sur la découverte européenne. Et maintenant qu'on a mis ça au clair, on va pouvoir passer à la partie 3, son histoire. En revanche, je peux vous en apprendre beaucoup plus sur la découverte européenne et son importation. Elle est décrite pour la première fois en 1849 par le botaniste danois Frederick M. Lindman. Désolé si j'écorche son nom. C'est la date où on voit apparaître la première publication officielle autour de cette plante. Mais par contre, les premiers spécimens qui ont été envoyés aux herbiers européens se situent autour des années 1830-1840. On estime que les premières récoltes qui ont été effectuées datent de 1832 à Karwinski, du coup bien avant l'apparition de Lindman. Et après ces premières collectes, on commence à voir apparaître des spécimens vivants arrivés dans les jardins botaniques européens et on retrouve des mentions de Monstera deliciosa cultivées en serre dès 1850, notamment à Copenhague, Berlin et Munich et bien d'autres encore, et même une première fructification en 1858 à Kiev. Et ces premières introductions ont permis petit à petit de commencer un sacré travail d'horticulture et de reproduction pour commencer à voir apparaître les premiers spécimens dans des collections privées. Imaginez en 1850 voir une Monstera deliciosa lorsqu'on se rend chez quelqu'un était un signe évident de richesse absolue. À titre de comparaison, faut se dire qu'à cette époque-là, c'est que soit tu
tu étais chez la royauté ou chez un richissime industriel passionné de plantes. C'est un peu comme si tu rentrais chez quelqu'un aujourd'hui et qu'il avait 8 Lamborghini dans son salon. C'est fou de se dire à quel point les choses ont pu changer et qu'aujourd'hui c'est vraiment la plante la plus basique qui existe. Mais à l'époque, elle était un marqueur de richesse très important. Au 19e siècle, posséder une Monstera deliciosa était vraiment, comme je vous dis, un marqueur de richesse absolue. On pouvait se les procurer en les faisant voyager dans des caisses depuis l'Amérique centrale, des caisses complètement en verre, appelées Wargen Case, histoire qu'elles puissent résister à leur très longue traversée en bateau. Et une fois arrivé sur le sol européen, il fallait bien avoir le matos nécessaire, comme des serres ou de grands jardins privés pour pouvoir commencer à la cultiver. Le peuple, lui, n'avait pas du tout accès à ce genre de choses. Et pour qu'elle commence à se démocratiser, il faudra vraiment attendre la toute fin du 19e siècle avec l'industrialisation des méthodes horticoles afin de pouvoir voir apparaître les tout premiers spécimens dans des pépinières spécialisées. Et c'est à ce moment-là que la classe moyenne va pouvoir commencer à accéder aux Monstera ainsi qu'à d'autres espèces, mais quand même très peu car ça reste très coûteux. Sa véritable démocratisation se passera plus autour du 20e siècle avec l'amélioration des transports, des techniques d'horticulture, mais aussi une immense multiplication du nombre de serres d'horticulture et aussi l'apparition des premières jardineries. Et c'est à ce moment-là que notre Monstera deliciosa quitte les serres royales pour commencer à se retrouver un peu plus partout. Aujourd'hui, il vous suffit d'aller dans n'importe quelle jardinerie pour trouver forcément un spécimen. Mais il faut pas oublier qu'il y a seulement 150 ans, c'était une plante qui était quasiment inaccessible. Et je trouve ça vraiment fascinant. Et au 20e siècle se passe aussi autre chose pour la Monstera deliciosa. Elle n'était pas très connue au départ par tout le monde, mais avec l'essor du design à cette époque-là, la Monstera passe de objet de collection à objet de décoration. À ce moment-là, on commence à retrouver le motif de ses feuilles de plus en plus de partout. Il est très à la mode, que ce soit sur les papiers peints, les vêtements, les magazines, les séries, les films, qui a vraiment joué à sa démocratisation et à son immense popularité. On a tous au moins en tête une image comme ça, d'un magazine ou d'une série ou du papier peint de chez sa grand-mère où ce motif est présent dessus. Et au 21e siècle, alors là, on passe le step du dessus. Avec l'apparition des premiers réseaux sociaux, la Monstera devient une véritable star, que ce soit par les particuliers qui partagent du contenu ou même par certaines marques qui ont décidé d'en faire leur vedette. Mais vous le savez, dans ce monde de brut, tout n'est pas toujours tout rose et derrière ce succès gigantesque de la Monstera se cache une facette bien plus sombre. Mais ça, on y reviendra un petit peu plus tard. Mais avant ça, on passe à notre partie 4, la pop culture. Si la Monstera deliciosa est aussi connue aujourd'hui, c'est pas juste grâce à la beauté et le motif de ses feuilles, elle doit en grande partie sa popularité aux médias et à la pop culture. Et ça, dès les années 1950, on commence à voir apparaître pour la première fois des Monstera. Au cinéma, on commence à la voir dans de nombreuses productions. Par exemple, on en voit dans le film Breakfast at Tiffany en 1961. Et ça s'est jamais vraiment arrêté, c'est même devenu de plus en plus important. Aujourd'hui, vous pouvez en retrouver quasiment partout. J'ai en tête l'exemple de La La Land pour le cinéma, mais pour beaucoup d'entre vous, j'imagine, vous penserez sûrement à la série Friends ou par exemple à Lost. Bon, Lost, ils sont dans une forêt tropicale, mais ça n'empêche pas. On en retrouve aussi dans How I Met Your Mother, Emily in Paris, ou même encore The Crown. Il y en a vraiment partout. Mais le plus gros des enjeux a vraiment commencé vers 2010 avec l'apparition des plus gros réseaux sociaux comme Instagram et Pinterest ou même Facebook. Le hashtag Monstera a commencé à cumuler déjà plusieurs millions de publications. Et pas seulement pour montrer sa plante. On a aussi des publications autour des tatouages, de la déco, des meubles, des coussins, des motifs, et j'en passe. Il en existe vraiment tout un tas de déclinaisons. Et aujourd'hui, si on prend le cas juste de Instagram, dites-vous bien que le hashtag Monstera aujourd'hui a déjà dépassé le 4 millions de publications. Et aux États-Unis, la Monstera deliciosa est aujourd'hui l'une des plantes les plus recherchées en ligne, avec plus de 1,9 million de recherches annuelles. Et comme je vous disais, cette forte demande cache aussi un côté assez sombre de l'horticulture. Et on y vient, on passe à notre partie 5, l'écologie. Je pense que vous vous en doutez, mais cette demande massive, elle crée quand même quelques problématiques pour pouvoir juste répondre à la demande. Et de fait, elle a généré une surproduction industrielle de Monstera. On a commencé à voir apparaître un peu partout en Asie ou en Europe de gigantesques serres de production qui à elles seules produisent plusieurs millions de spécimens à l'année. Et ça a forcément un fort impact écologique, que ce soit le fait de chauffer les serres, l'utilisation d'engrais chimiques très nocifs à l'environnement, les émissions de gaz à effet de serre dues au chauffage, ou même au transport
transport maritime et quelquefois aérien des plantes. Et je ne vous parle même pas de l'utilisation de pesticides à l'intérieur de ces serres. Et de notre côté, en Europe, quand on admire les belles feuilles de notre Monstera, on ignore ou préfère ne pas regarder vraiment ce qui se cache derrière tout ça. La dégradation des écosystèmes, la pollution de la planète à cause de la surproduction dans ces serres. Et avant de passer à la prochaine partie, il y a une dernière chose sur l'écologie sur laquelle j'avais vraiment envie d'appuyer, même si c'est un chouille hors sujet, puisque là on parle uniquement de la Monstera deliciosa et pas de ses copines, la variegata, la taille constellation, tout ça, ou même de la aurea. Mais selon moi, c'est quand même très important d'en parler. Cette forte demande de plantes peut entraîner même des fois la disparition de certaines espèces qui apparaissent de manière spontanée dans la nature. Afin de satisfaire l'envie des collectionneurs, quand une nouvelle espèce est découverte, il arrive malheureusement qu'il y ait du braconnage, si on peut dire ça comme ça, où des personnes vont venir prélever tous les spécimens qui viennent d'apparaître afin de pouvoir vite les revendre à des prix délirants, ce qui entraîne des fois la dégradation d'un écosystème ou même des fois la disparition directement d'une plante qui vient d'apparaître. Vous vous doutez bien que vu le nombre de spécimens de Monstera deliciosa en circulation, c'est pas quelque chose qui risque d'arriver demain pour elle. Assez important, il faut quand même toujours essayer de faire attention à ce genre de choses, même si à notre échelle on n'y peut pas grand chose. Et maintenant que je vous ai parlé de ça, place à la prochaine partie, l'entretien. La Monstera est avant tout une plante qui adore la lumière indirecte. Ne la mettez surtout pas au soleil direct, sous peine de cramer instantanément ses feuilles. Laissez-la plutôt à quelques mètres d'une fenêtre. Au niveau de l'arrosage, c'est une des plantes les plus faciles. Elle pardonne beaucoup les sous-arrosages, un petit peu moins les sur-arrosages. Vous pouvez l'arroser une fois que le terreau est sec en surface, sur 5 bons centimètres. Et pour maximiser sa photosynthèse, vu que ses feuilles ont tendance à vraiment pas mal prendre la poussière, à brumiser un petit coup votre plante, ou même à la passer à la douche, ou juste des fois un petit coup de lavette humide, ça suffit aussi. Ça prévient des attaques d'insectes et ça lui permet de pas avoir une photosynthèse moins importante dans le temps. Et si vous voulez des feuilles de plus en plus grandes avec de plus en plus de fenestration, il n'y a pas 36 000 solutions. Il faut reproduire les conditions de son habitat naturel, c'est-à-dire une température au-delà de 23-24 degrés et un taux d'humidité assez important, c'est-à-dire entre 70 et 80%. Là, on est vraiment dans le optimal. Et surtout, le plus important pour qu'elle grandisse, il lui faut un tuteur. C'est une plante montante. Et si vous ne lui fournissez pas de tuteur, c'est comme si dans la nature, elle n'avait aucun arbre auquel s'accrocher. Elle aurait beaucoup plus de mal à atteindre sa taille mature. En ce qui concerne son bouturage, on est aussi sur une des plantes les plus simples qu'on peut trouver. Et ça, c'est la même chose pour toutes les Monstera. À chaque nouvelle feuille, tu vas avoir un nouveau nœud avec une nouvelle racine aérienne. Et il te suffit à chaque fois, pour faire une bouture de tronçon, de couper entre les nœuds et les racines. Donc là, par exemple, vous voyez, on couperait juste là. Et on peut recommencer à chaque intervalle. Il y a vraiment rien de plus simple. Une fois que vous avez vos différentes boutures de tronçons ou de têtes, il vous suffit juste de les mettre dans un bocal en eau pendant 1 à 2 semaines le temps que ça racine, ou dans une boîte de propagation avec de la sphaigne. Pour le coup, je trouve qu'il n'y a rien de plus efficace. Et sinon, je crois qu'il n'y a vraiment pas grand chose d'autre à savoir pour bien s'occuper de cette plante. C'est pas pour rien qu'on vous conseille très souvent de commencer par une Monstera deliciosa au début quand on commence à s'intéresser aux plantes, parce que c'est une des plantes qui pardonne le plus de trucs. Si peut-être juste un tout petit encart autour de l'engrais, il faut pas oublier que dans la nature, la plante elle a ses racines dans la terre et que si elle veut plus de nutriments, elle va juste plonger plus profondément ou plus loin dans les sols pour aller en rechercher, le temps que le sol plus près d'elle se refertilise. Mais dans le pot, elle peut pas aller chercher des nutriments à perpète les alouettes. Et c'est une plante qui est aussi assez gourmande, donc faut quand même penser à leur mettre de l'engrais de manière assez fréquente. Après ça c'est un petit peu au bon vouloir de chacun, j'aurais pas de recommandations spécifiques à vous donner. Juste d'y penser de temps en temps entre certains arrosages, c'est déjà très bien pour commencer. Il n'y a pas besoin d'avoir un timer millimétré. Votre plante elle est pas là, ça y est c'est le 12, j'ai pas eu ma dose. Non, elle continuera à pousser normalement, même si vous n'avez pas un calendrier fixe. Il me semble que je n'ai rien oublié. On va pouvoir passer à la dernière partie, la conclusion. On peut vraiment dire que la Monstera deliciosa, c'est pas juste une plante comme les autres, c'est une plante avec une histoire extraordinaire qui traverse les siècles, et ça bien avant la découverte des Européens, jusqu'à aujourd'hui terminée dans les salons de quasiment tout le monde. C'est vraiment une histoire folle, je trouve, et qui nous montre bien qu'avec le temps, la plupart des choses finissent toujours par se démocratiser. Ça me fait beaucoup penser, par exemple, je crois que c'est l'exemple du micro-ondes qui au départ était une invention de l'armée et qui était pas du tout destiné à un usage civil, mais qui avec les années passant, l'industrialisation, on s'est
retrouver à tout savoir un micro-ondes chez soi, c'est quand même fou. Bah, c'est un petit peu la même chose avec la Monstera, qui au départ était réservée uniquement à une élite, à des rois, dans des serres gigantesques auxquelles les gens n'avaient pas du tout accès, et qu'aujourd'hui elle est vraiment partout. Et c'était aussi très important pour moi d'aborder un petit peu la question écologique autour de tout ça, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on se rend en jardinerie pour acheter une Monstera, aujourd'hui on les trouve même à Auchan, les Monstera. Bah, quand on achète cette plante, on se rend pas compte forcément des enjeux écologiques qu'il y a derrière et du mal que ça peut faire à la planète, juste cette petite plante à 4 €. Voilà, en tout cas, moi je vous remercie d'avoir regardé cette nouvelle vidéo jusqu'au bout. Et si vous recherchez de belles plantes qui ont été faites pousser avec amour, sans surproduction, sans engrais industriels et avec un minimum d'impact CO2, n'hésitez pas à vous rendre sur addictoplante.fr. Toutes les plantes que vous voyez derrière moi, c'est moi qui les fais pousser et c'est vraiment ma plus belle passion. J'avais pas juste envie de faire comme la plupart, acheter des plantes en Hollande et les revendre. Moi aussi, je les achète en Hollande comme tout un chacun parce que c'est le plus accessible. Mais par contre, je refusais d'être une plateforme tournante. Je veux être un producteur et du coup, je fais tout pousser moi-même. Et ça, même si c'est beaucoup plus dur, beaucoup plus chronophage, je pense que tous les plantes addicts seront d'accord avec moi. Il n'y a rien de mieux que le contact avec la terre, de voir tes petits bébés pousser, évoluer. Et encore mieux pour moi quand je vous les vends tout petits et que 3 ou 4 mois après, je reçois un DM avec « Regarde comment elle est devenue énorme ». Franchement, il n'y a rien qui me fait plus plaisir que de voir ça. Et à chaque fois, ça me conforte dans ce que je fais. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche. Et on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode de ce type qui cette fois-ci portera autour de la sphaigne. Et là, c'est vrai qu'il y aura aussi beaucoup de choses à dire sur la sphaigne. Moi, je vous dis à très bientôt mes petits addicts aux plantes. C'était Léo. On se retrouve très bientôt pour toujours plus d'astuces.